Bonjour à tous. Merci de votre participation. Dans le cadre du groupe de travail Cryptoactif que Vincent Roger et moi, Florence Picard, nous co-animons, nous sommes heureux d'accueillir Olivier Guéant qui va nous parler des cryptoactifs en inscrivant cet objet dans l'évolution, dans l'historique des paiements, des échanges, en développant leurs particularités et leurs apports et en décrivant les nouvelles organisations qui sont propres à ces instruments. Olivier Guéant est professeur de mathématiques appliquées à l'université Paris-Cité et il est professeur de finances quantitatives à l'ENSAE. Je note parce que nous connaissons un petit peu, il a été l'élève de Pierre-Louis Lyons, que donc nous connaissons bien dans le domaine des champs moyens, et aussi en tant que président du comité scientifique de la Fondation Parc, dont l'Institut actuaire est membre fondateur. Avant de lui passer la parole, je rappelle qu'il y aura un temps de réponse à la fin de la conférence pour répondre aux questions que vous aurez posées dans le chat. Donc, posez vos questions tout au long de la conférence. Olivier, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup de l'invitation. Pour un peu de contexte, j'ai l'habitude de présenter des papiers. Là, ce n'est pas vraiment un papier que je vais présenter, c'est plutôt euh, un peu une revue des mécanismes d'échange depuis, en fait, avec une perspective historique sur les modes de fonctionnement. Et puis, on va arriver progressivement avec l'histoire aux cryptos et à des mécanismes, en fait, d'échange qui sont particuliers aux cryptos et qui aujourd'hui sont en train, comme je vais en parler après, d'essaimer ailleurs que dans les cryptos. Et puis bah, donc il y a une dimension historique, il va y avoir une dimension mathématique des propriétés de ces plateformes, et puis autour de ça, une discussion sur l'objet crypto en lui-même. Donc voilà, j'espère que chacun, en fonction de ses goûts, y trouvera son compte. Et on a, comment dirais-je, intitulé ces slides Anatomie des mécanismes d'échange dans les marchés financiers et crypto. Alors, CLOB, ça veut dire Central Limit Order Book, RFQ, Request for Quote, RFS, Request for Stream, et AMM, Automated Market Maker. Voilà, c'est une compilation d'acronymes. Et comme je vous le disais, un peu de perspective historique sur les échanges. Alors évidemment, de tout temps, on a échangé. Je vais pas parler disons des choses assez classiques comme la dette sociale et on peut retourner même si c'est pas forcément enfin il y a des choses il y a à boire et à manger dans ce genre de bouquin mais des auteurs comme Graeber etc. Il y a des choses intéressantes à en tirer. Là je vais avoir un point de vue assez occidental et finalement très trading au début un peu marchand mais très trading et parler de ce qui se passe au début des échanges organisés c'est revenir en fait à l'essor des foires de champagne au XIIe siècle. Euh, avant le XIIe siècle, bon, il y a une renaissance commerciale en Europe, mais vraiment, ce sont les foires de champagne qui vont permettre de faire un commerce à l'échelle européenne avec une unité de lieu, c'est très important, hein, et on le voit bien par la suite, une régularité temporelle, donc il y a un calendrier prévisible des foires, donc on va avoir une liquidité saisonnière et on sait qu'on peut rencontrer les mêmes personnes à quelques mois d'intervalle, ce qui va permettre de favoriser des échanges avec peut-être pas une structure par terme, mais en tout cas d'avoir une temporalité dans ces une dimension temporelle dans ces échanges. Et puis il y a on retrouve des choses auxquelles on a l'habitude, hein, un cadre institutionnel. Alors à l'époque, il faut arriver à convaincre les princes de garantir la sécurité et qu'il y ait une forme de justice pour l'application des contrats. C'est aussi une époque où la finance est évidemment émergente, euh, mais il commence à y avoir des choses, par exemple ce qu'on va appeler les lettres de change, pour non seulement transférer des fonds avec différentes devises, mais c'est aussi une manière, dans un contexte où, du fait qu'on est là dans le monde chrétien, le crédit doit se faire extrêmement discrètement, parce que depuis, pour reprendre enfin, l'État carolingien, donc les capitulaires de Charlemagne,
eh bien, l'usure est interdite, enfin, les crédits sont interdits, et par conséquent, on va cacher un petit peu du crédit dans des produits qu'on appellerait aujourd'hui des produits de change. Je vais évidemment brosser très très vite la partie historique, hein, on passe de siècle en siècle. Ensuite, il y a toutes les réflexions de la scolastique, de Saint Thomas sur l'usure. On va avoir, à partir du XIIIe siècle, un peu plus de prêts commerciaux à court terme. Il y a évidemment pas de marché secondaire sur des prêts commerciaux à cette époque-là. Néanmoins, il y a un peu de titres échangeables qui vont être en fait des titres de dette perpétuelle. Alors aujourd'hui, je sais pas comment on les appellerait, peut-être ça ressemblerait à des obligations callable, mais parfois c'est aussi les prêteurs sont obligés de prêter, donc le cadre est quand même un peu différent. Donc ça c'est dans les villes italiennes, il y a les prestiti à Venise, les luoghi à Gênes, et je vais vous montrer des chroniques après. C'est vraiment des des choses qui ont été échangées au cours des siècles. Euh, Là, je suis au XIIIe siècle. C'est aussi des siècles où on a des banquiers florentins, les familles Bardi, Peruzzi. On a des villes qui vont être importantes, comme Gênes, comme Bruges. Mais bon, après le XIIIe, il y a le XIVe, et le XIVe, c'est assez dramatique. Il y a là où les guerres de Cent Ans, des désordres à la fois voilà, commerciaux, les finances royales qui ne sont pas bonnes chez les belligérants, donc l'Angleterre et la France, et du coup bah, des taxes qui vont asphyxier le commerce, et puis en parallèle de ça, il y a la peste noire. Donc vraiment, s'il y a eu un développement commercial avant le XIVe siècle, au XIVe siècle, c'en est un peu fini. Euh, alors là, je vous ai mis sur cette slide-là, je vous ai mis pour vous montrer un peu des chroniques de prix. Ce sont des bons perpétuels en fait à 5%, et on voit à quel prix ils sont échangés ici au cours des années. Donc là, c'est toute une chronique du XIVe siècle, et donc on regarde à peu près ce que ça fait en termes de yield to market, de taux de rendement. Euh, donc on a vraiment des choses qui se sont échangées, des produits qui se sont échangés, et donc on arrive à avoir une chronique de prix. On est loin du trading haute fréquence, hein. Euh, et là où on va commencer à rentrer dans l'ère moderne, c'est à partir du XVIe siècle. Alors, je disais au début qu'il y avait Bruges, mais Bruges va subir un envasement, en fait, l'envasement du port. Et c'est la montée en puissance d'Anvers, qui est peut-être plus connue, qui va être le carrefour du commerce et de la finance européenne. Et commerce et finance vont vraiment être extrêmement liés, puisque il y a la bourse d'Anvers qui est créée en 1531 et qui est un lieu vraiment dédié à la négociation d'instruments financiers sans la présence des marchandises. Donc on y fait du commerce papier, si je puis dire. C'est aussi une époque où il va falloir où il y a un financement des princes, notamment des Habsbourg, et du coup ce marché en fait va permettre de faire cette finance. Et la devise de la bourse d'Anvers, c'est Adusum Mercatorum Quiusque Gentis Agmingue. Donc on voit bien, c'est vraiment pour les marchands, mais de partout. Ça se veut, je dis pas universaliste, mais en tout cas ça se veut de toutes les langues. Et ce qui va être échangé, ce sont, comme on s'en doute, par rapport à ce qu'il y avait avant, des lettres de change, des crédits commerciaux, de la dette publique, souvent perpétuelle, et puis des contrats à terme sur des épices, notamment. Alors après Anvers, je saute d'un siècle, il y a Amsterdam. Alors pourquoi Amsterdam? En fait, c'est vraiment de la politique à ce niveau-là. C'est que bon, il y a eu la réforme entre-temps, mais c'est le comment? Ce sont les Espagnols en fait contre les Néerlandais. Ça a créé les Provinces-Unies. Et au moment où il y a une reconquête espagnole du Sud, il va y avoir un blocage de l'Escaut et donc ça va couper Anvers de la mer. Et du coup, en fait, les gens vont monter vers Amsterdam et notamment évidemment les protestants. Et c'est ça qui va créer en fait les Provinces-Unies, enfin le succès économique des Provinces-Unies où on va avoir une forme de libéralisme au sens large, une tolérance religieuse, liberté économique, et puis une puissance coloniale. On a la création des premières vraiment des sociétés par action. Alors je suis incapable de le dire en néerlandais, donc je vais utiliser le VOC 1602. La Banque d'Amsterdam, qui, pareil, début du XVIIe, va garantir la qualité des monnaies. Donc
c'est vraiment plus sur la loi. Enfin, c'est c'est pas du financement de l'État à cette époque-là, ça ce sera la Banque d'Angleterre plus tard, mais il va y avoir des dépôts et un peu de monnaie de banque, de l'appel public à l'épargne. Enfin, on sent qu'on arrive vers la période actuelle, pour ainsi dire. Le passage d'Amsterdam à Londres, alors, il se fait pas très très simplement, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des choses à Londres, le Royal Exchange, mais c'était beaucoup plus sur les marchandises. C'est pas un marché de capitaux structuré comme à Amsterdam. Et c'est vraiment à partir du moment où il y a les guerres anglo-néerlandaises euh, que l'Angleterre va prendre le dessus. Et puis il y a une supériorité institutionnelle. Les institutions ont toujours un grand rôle dans ces affaires. La Banque d'Angleterre qui va être créée, qui va pratiquer de l'escompte commercial euh, et qui va soutenir le financement de l'État. D'accord? Ce que ne faisait pas vraiment la Banque d'Amsterdam. Et puis il y a évidemment la révolution industrielle qui va créer de la richesse, nécessiter des capitaux et bon, enfin, ça aurait pu se faire à Amsterdam, mais bon, il se trouve que ça s'est fait en Angleterre. Euh, une chose très importante par rapport à l'Angleterre, ce sont les innovations dans les finances publiques. Donc on va toujours avoir des emprunts perpétuels. Faut remettre ça un petit peu dans. Alors certes là, ce n'est pas dans la doctrine catholique, mais euh, on a toujours cette idée historique en fait, c'est depuis les Prestiti en fait que il va y avoir des emprunts un peu déguisés à court terme. Là, on n'est plus dans ce cadre-là. Et puis le cadre, c'est vraiment pas les emprunts avec des maturités de 5, 10, 15 ans. Il y a des choses comme ça, mais vraiment ça va être des emprunts perpétuels. Et ce qui va être important, ce qu'on va appeler les consoles en fait en Angleterre, c'est des innovations qui vont être la standardisation et la transparence. C'est-à-dire que au mi-temps du XVIIIe siècle, il va y avoir des consoles à 3%, puis après il y en a quelques autres, mais grosso modo, contrairement à ce qui va se passer en France ou en Hollande, où il va y avoir beaucoup de produits et donc la standardisation n'est pas là et du coup le marché n'est pas assez liquide, c'est un problème de poulet et d'œuf à chaque fois, hein, mais euh, là, vraiment, en Angleterre, il y a ces obligations perpétuelles standardisées et donc un marché secondaire qui va être actif et puis il y a de la transparence sur ce que fait l'État euh, et par conséquent, c'est un produit en fait qui va être extrêmement liquide et qui va durer. J'avais regardé, alors dans mon souvenir, les rentes françaises, c'était au début de Mitterrand là, que on avait terminé en fait les derniers bons perpétuels. Français, mais pour les consoles anglaises, les dernières ont été en fait remboursées il y a une dizaine d'années. D'accord? Donc c'est des choses qui ont vraiment perduré extrêmement longtemps. Si on regarde les auteurs, Sten Dickens, alors en France ce serait Zola, Balzac, les gens à l'époque raisonnent vraiment en rente. Ils raisonnent pas par rapport à leur capital, ils raisonnent par rapport au revenu du capital. Quand on lit les romans du 19e, c'est vraiment, ou même avant, enfin Angleterre du moins, c'est c'est euh, c'est vraiment les gens disent j'ai tant de livres de rente. Ils parlent pas du capital qu'ils ont. Donc on est vraiment sur des marchés là où ce sont alors des consoles, mais on va dire des obligations, en tout cas des titres de dette qui circulent. Pour les actions, donc il y avait les fameuses actions, sociétés actions liées en fait à la colonisation hollandaise. Il va y avoir ce qu'on avait appelé la South Sea Bubble en Angleterre au début du XVIIIe siècle, qui fait que en fait les Anglais ne vont pas beaucoup aimer les actions. Il va y avoir un Bubble Act en 1720 qui fait que seules vraiment des sociétés très particulières vont pouvoir émettre des actions. Et c'est seulement au 19e siècle que on va avoir un financement par action des grandes compagnies commerciales, des chemins de fer enfin tout ce qu'on connaît, c'est-à-dire les chemins de fer, les infrastructures, les mines. Et tout ça va passer majoritairement par Londres pour les actions. Il y a évidemment la place de Paris aussi, mais la place de Londres est clairement dominante. Du point de vue du modèle de bourse, euh, il y a une institutionnalisation dans le monde entier, et ce qui va être important, c'est vraiment l'unité de lieu, donc un bâtiment, un parquet, des négociations par des courtiers. Le développement américain est à peu près similaire, hein, alors la dette elle fonctionne pas de la même manière aux US, mais à l'époque, mais
pour financer le boom des chemins de fer et donc l'industrialisation de tout le pays, il y a vraiment besoin d'un marché. Et puis, ça, pour le coup, c'est plutôt c'est une innovation majeure. À la moitié du 19e siècle, ça va être le CBOT, qui va faire une standardisation des contrats à terme des futurs. Et on va avoir le développement de corbeilles spécifiques. Je vous ai mis des photos ici. Donc là, ça, c'est le Palais Brongniart à l'époque. Je trouve je pense que c'est une gravure, je sais pas, mais en tout cas, je la trouve assez jolie. On voit vraiment la corbeille qu'on peut voir encore aujourd'hui. Alors, elle n'est pas au rez-de-chaussée aujourd'hui, elle est montée, mais j'aime beaucoup cette figure. Et puis, alors je vous l'ai mis après, mais je vais vous le mettre tout de suite. Voilà, ça, ce sont les pits à Chicago. Donc là, c'est à la fin de la journée, on voit qu'il y a du papier partout, mais donc il y a des pits pour les différentes, les différents produits à la criée. Ce que je disais, le cadre de négociation, ça se fait uniquement sur le floor. euh, et au milieu, alors c'est la corbeille, ça donne vraiment comment, ça ressemble vraiment à une corbeille en France. C'est moins le cas, c'est moins le cas à Chicago. Et bon, vous avez tous vu ces images, hein, c'est de la vente à la criée. Et il y a un processus évidemment verbal, mais aussi des gestes qui adviennent au cours du temps. Et ça a disparu. Paris est pour le coup a été assez précurseur là-dessus. Les changements, c'est en 87. Et évidemment, bah, la vitesse d'exécution, elle est limitée par la technologie. C'est-à-dire qu'au début, on a du télégraphe, après téléphone, téléx, et puis il faut que ça finisse à la voix ou avec des signes sur le parquet. Mais en tout cas, on est loin du cadre actuel. Et matériellement, bah, il y a un registre qui est tenu par un jobber. En tout cas, on appelle ça comme ça aux US. Et puis, bah, le teneur de marché, le liquidity provider, va coter en permanence un prix. Donc, il est vraiment market maker, on dirait aujourd'hui, à l'achat et à la vente. Mais en général, il n'y a pas une grande transparence. Il y a vraiment un vrai souci d'équité puisqu'il a vraiment une info que les autres n'ont pas. Donc là, je remontre l'image. Cette exécution manuelle, si on regarde un peu dans les récits, il y a vraiment le client qui envoie un ordre à son courtier, le courtier va se rendre à la corbeille, il va crier son ordre, la transaction elle va être conclue par accord verbal si ça se passe bien, et ensuite il y a des bordereaux qui vont être écrits, et ensuite il y a le mot commis en français, mais j'aime bien le mot runners en anglais parce que ça, plutôt américain, mais ça traduit vraiment bien ce que faisaient les gens qui va aller remonter ça. Et évidemment, il y avait plein de bêtises et les gens devaient se mettre d'accord quand ils n'avaient pas bien compris les choses. Les limites du modèle, bah, elles sont évidentes, hein, c'est des coûts de transaction élevés, il y a plein de commissions, des spreads larges. Il y a la lenteur d'exécution. Alors, tout est relatif, hein. Est-ce que c'est vraiment grave d'être exécuté en minutes? Euh, pour aujourd'hui, ça serait très grave, entre guillemets, mais à l'époque, c'était déjà fantastique. Et puis, bah, il y a des problèmes d'équité parce que aujourd'hui, on parle de latency, mais là, il y a vraiment des gens qui savent ce qui va se passer, enfin, ce qui est en train de se passer, alors que d'autres ne le savent pas. Donc, il y a des délits d'initiés. Voilà. Donc, tous ces problèmes et la technologie aidant, il y a une transition vers le système de négociation. Alors, pour les actions, j'ai dit la France est assez précurseur, c'est 87. Avant, il y a évidemment le Nasdaq, mais là, c'est pas une modification, pour ainsi dire une apparition, une création. À New York et à Londres, c'est plus tard, hein, c'est dans les années 90. Et il va y avoir ces fameux limit order book dont je vais parler après. Et puis ensuite, ça va se propager aux produits dérivés. Euh, et là encore, cadre institutionnel. Euh, il y a le trading haute fréquence, et évidemment, il y a une technologie, mais il y a aussi quelque part le cadre institutionnel qui l'a favorisé avec MiFID 1, dont on va peut-être parler après. Et puis le London Metal Exchange. Alors, j'avais lu par le passé que ça s'était complètement arrêté, le trading à la voix, mais manifestement, ils gardent toujours sur le ring, là, c'est les fauteuils, des sessions successives de 5 minutes sur les métaux. Donc bon, il y a différentes méthodes, mais grosso modo, la grande méthode d'enchère continue, ce sont les limit order book. Euh, et il n'y a pas nécessairement de teneur de marché, alors il y en a très souvent, mais tout le monde peut contribuer à la fourniture de liquidités. Il y a un carnet d'ordre qui centralise tous les ordres d'achat et de vente en attente.
Et puis, bien, quand les ordres peuvent matcher, hein, donc ça veut dire que quelqu'un d'impatient traverse le spread, par exemple, bah, il y a une exécution immédiate. Ça, c'est le cadre classique toute la journée sur à peu près tous les marchés actions du monde. C'est le dessin qui est ici, qui a probablement été fait, je pense que je l'ai piqué à Charles-Albert Lehal, donc qui a probablement été fait par Charles-Albert Lehal. On voit ici le cadre donc des gens qui sont susceptibles d'acheter, mais qui attendent des vendeurs, les gens qui sont susceptibles de vendre, mais qui attendent des acheteurs. Évidemment, les prix ici sont plus élevés que les prix là. Et quand tout d'un coup, par exemple, quelqu'un impatient ici ou quelqu'un qui est satisfait par ce prix-là va se décider à traverser le spread, bien, une transaction va avoir lieu. Ça, c'est vraiment le cadre générique. Donc, on parle d'ordre limite, c'est les fournisseurs de liquidités, d'ordre marché, quand l'exécution est immédiate au meilleur prix disponible. Et puis, il y a plein d'ordres conditionnels qui vont être les ordres qu'on appelle immediate or cancel, fill or kill, qui vont en fait pour le premier, manger une partie de la liquidité puis disparaître. Pour les deuxièmes, n'être exécuté que si on peut exécuter tout en entier. Puis il va y avoir des ordres cachés comme les ordres iceberg. Il y a toute une zoologie, si je puis dire, d'ordres différents. Donc il y a, si on regarde un peu les notices d'Euronext et de ses concurrents, c'est assez intéressant de voir la grande diversité des ordres qui existent. Ça, c'est ce qui se passe donc la journée, pendant les heures d'ouverture, d'enchères en continu. Et puis il y a les mécanismes d'enchères. Euh, qui sont en général plus resserrées. Ce sont des périodes pendant lesquelles les ordres vont s'accumuler. Là, on est vraiment dans un textbook de microéconomie avec une courbe de demande, une courbe d'offre qui se constitue au fur et à mesure. Et puis à la fin, au fixing, il va y avoir un prix unique, ou en tout cas un algorithme qui calcule un prix qui maximise le volume échangé euh, et qui va être pour l'ouverture, le prix d'ouverture, mais qui est pas forcément très important, et surtout le prix de clôture, qui lui est beaucoup plus important, avec beaucoup de volume en général sur, sur le, sur l'enchère de clôture. On a aussi des enchères qui sont déclenchées quand le prix dévie trop sur des événements particuliers. Mais donc là, deux grands mécanismes de trading qui vont être le limit order book et les mécanismes d'enchère. Ça, c'est un graphe que j'aime bien, que j'ai aussi piqué à Charles-Albert Lehal. Bon, il est d'accord, hein. Mais ici, ce qu'on voit, c'est au cours de la journée, comment, le volume. Donc les traits noirs, ça représente comment, les enchères. Et puis on voit bah, qu'il y a des chanceux en Chine et à Hong Kong qui ont le temps de faire une bonne pause déjeuner, comme au Japon aussi. Mais en tout cas, on voit qu'au milieu de la journée, en général, c'est assez creux, hein. L'information de la nuit a été digérée le matin, ensuite il se passe pas de grand-chose. Et puis ensuite, à la clôture, il va y avoir, enfin proche de la clôture, il va y avoir une remontée du volume. Il y a juste un cas très particulier qui est celui de l'Europe où il y a quand même l'ouverture des États-Unis qui est un grand moment important. On regarde comment les Américains ont digéré leur propre nuit et du coup ça régénère du volume en Europe à cette heure-là. Voilà. Alors dans cet univers, qui est un univers qu'en général on connaît bien, il y a quand même un choc qui n'est pas tout récent, hein, qui date d'il y a presque 20 ans. On va dire qu'il est majeur. Euh, dans les deux sens du terme, c'est le choc MiFID qui va supprimer la règle de concentration des ordres. Alors, si on revient aux foires de Champagne, c'était très intéressant pour les foires de Champagne que tout le monde se réunisse au même endroit. Là, justement, avec une logique, disons, de faire baisser les coûts de transaction, donc de mettre en concurrence les plateformes de transaction, on va ouvrir la concurrence et donc quelque part rompre cette unité de lieu, mais avec l'électronique, avec les systèmes de communication, quelque part, il n'y a pas forcément besoin que tout le monde soit au même endroit, si tout le monde peut se connecter à toutes les plateformes, ou en tout cas à beaucoup de plateformes. Mais néanmoins, ça va avoir pour conséquence une grande fragmentation de la liquidité sur des plateformes concurrentes. Alors, en plus d'Euronext, par exemple, on va avoir, historiquement, on va avoir BATS et KAYAX qui vont être créés, qui vont avoir leur propre carnet d'ordre, et puis aussi d'autres manières de traiter. Tout ça, ça a été racheté, enfin fusionné puis racheté par le CIBO. Un, on a Turquoise, qui est une plateforme alternative, et si vous regardez sur le site du CIBO, qui est très bien fait, vous avez toute une liste en fait de d'acteurs en Europe où on voit très bien que la liquidité est fragmentée.
Ça, c'est pour de la liquidité visible, mais il y a aussi une liquidité qui n'est pas visible. En tout cas, il n'y a pas de ce qu'on appelle la transparence pré-trade dans MiFID. Ce sont ce qu'on appelle les dark pools. Ce sont des plateformes qui vont être utilisées essentiellement pour exécuter de gros blocs sans impacter le prix de marché euh, et qui vont utiliser très souvent un prix qui est importé de la plateforme principale. Donc, comment dire, la découverte du prix, je sais pas, le price discovery, on dit toujours ça en anglais, mais le processus de découverte des prix se fait pas vraiment sur ces plateformes. Donc, il faut pas qu'elles aient un volume trop important et donc il y a la régulation qui fait en sorte que s'il n'y ait pas un volume trop important là-dessus. Et puis, il y a ce qu'on appelle les SIs, les Systematic Internalizers, qui vont être en fait des sociétés, souvent des banques, qui vont exécuter les ordres face à leur propre bilan sans passer par la bourse. Et donc ça, c'est vraiment la, la, la conséquence de MiFID. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans un marché aussi fragmenté, quelque part, il y a plus d'unité de lieu, mais qui va générer le fait que tout se passe comme s'il y avait une unité de lieu? Ben, ce sont les traders haute fréquence qui vont jouer un rôle de passe-plat entre les différentes plateformes pour s'assurer de leur cohérence. En tout cas, ils tirent profit de cette fragmentation. Voilà. Alors ça, c'est pour les marchés qui vont être des marchés multilatéraux. Euh, Au-delà des carnets d'ordre, il y a quand même des marchés, je pense au marché du Forex, je pense au marché des corporate bonds qui vont fonctionner souvent assez différemment. Et le modèle prédominant, c'est le modèle des RFQ et des RFS, donc c'est du trading bilatéral classique, sauf qu'il s'est énormément, pour utiliser un mot qui n'existe pas, électronisé. Une request for quote, c'est quoi? C'est un client qui demande un prix à une ou plusieurs contreparties simultanément. Avant, il faisait ça au téléphone. Aujourd'hui, il peut faire ça via des plateformes ou via du Bloomberg Chat. Enfin, il y a plein de canaux. Et puis, request for stream, c'est quand donc c'est un stream. C'est quand le client demande en fait à être connecté à un flux de prix continu qui en général sont exécutables. Donc vous demandez à HSBC à être connecté au prix de l'USD contre la monnaie brésilienne et vous allez voilà, pendant un certain temps avoir les prix offerts pour telle quantité, telle quantité, telle quantité au bid et à l'ask. Et puis vous pouvez cliquer. En général, la banque a un last look, c'est-à-dire qu'elle peut dire non, mais très souvent les codes sont quand même exécutables et last look sont très peu utilisés. Ça, c'est très courant hein, sur les marchés des obligations d'entreprise, sur le marché des changes. C'est comme ça vraiment que ça marche sur le marché des obligations d'entreprise D2C, donc dealer to client. Ça, c'est vraiment request for quote essentiellement. Sur le marché D2D, donc quand les dealers parlent aux autres dealers, il peut y avoir des plateformes, mais là, des plateformes un peu plus avec des limites order book, mais c'est quand même assez rare. Sur les obligations d'entreprise. Et il y a des plateformes, donc MD2C ça veut dire Multi-Dealer to Client, qui sont Tradeweb, MarketAxess et Bloomberg en Europe. Tout est électronisé ou électronifié, je ne sais pas s'il faut dire, je pense que dans les deux cas c'est faux. Euh, et donc un client peut envoyer 6 requêtes en même temps sur la même chose à des clients qui sont via ces plateformes. Et puis donc le marché d'échange, là il y a vraiment RFS énormément, RFQ pour les gros ordres, et puis un marché interbancaire où il va y avoir là des limiteurs d'order book. Donc on voit bien qu'il y a sur certains marchés une coexistence entre du trading multilatéral, où vous savez pas avec qui vous traitez, du trading bilatéral, où vous savez avec qui vous traitez, d'accord? Évidemment, si vous contactez HSBC, vous savez que vous traitez avec HSBC, mais HSBC sait aussi qui vous êtes. Et donc, il y a du tiering de clients, il y a de la discrimination tarifaire. Ce sont des marchés très, très différents, en fait, des marchés actions, où vous ne savez pas contre qui vous traitez. D'accord? Alors, il y a des plateformes dans la fragmentation, il y a des plateformes où on vous garantit que vous ne traitez jamais contre un trader haute fréquence. Mais il y a plein de business models qui existent, mais grosso modo, il y a une forme d'anonymat, ou en tout cas dans le caractère multilatéral d'anonymat qu'on va retrouver d'ailleurs après sous la forme d'un pseudonymat dans les cryptos. Bon, je passe là-dessus. C'est vraiment le processus, la manière dont ça marche sur les obligations. Ça, c'est le marché d'échange. C'est un truc que j'ai tiré de la Banque des règlements internationaux, de la BIS, qui montre bah, vraiment qu'il y a énormément de canaux aujourd'hui pour un client qui peut passer par une single bank platform, une multi-bank platform pour accéder au marché
des devises et que les dealers entre eux peuvent échanger via voice brokerage, electronic brokerage. Enfin, c'est tout ça pour dire que c'est assez compliqué et que les mécanismes d'échange, même si on les comprend bien, les canaux peuvent être assez divers. Alors, je passe maintenant aux cryptos, parce qu'il va y avoir des choses nouvelles sur les cryptos. Mais je fais une petite introduction. Donc, il y a plein de manières de présenter les cryptos, mais là, le point de vue choisi, c'est une rupture avec la monnaie contrôlée par l'État. Euh, on n'est plus, si je reprends mon cadre historique, on n'est plus sur une monnaie liée à une autorité centrale, à un roi, un État, une banque centrale. Euh, et il y a un modèle monétaire en fait qui est décentralisé avec des règles. Euh, mais les choses ne sont pas garanties par un gouvernement, d'accord? C'est un fonctionnement complètement différent. Euh, Moi, pour être tout à fait honnête avec vous, je me suis très peu intéressé aux cryptos au tout début. C'est un tort d'ailleurs, parce que sinon j'aurais beaucoup plus d'argent, mais c'est après que je me suis intéressé à ça, disons vers je sais pas 2018-2019. Euh, voilà, et vraiment là où je pense que il y a eu un intérêt vraiment beaucoup plus grand, c'est sur les mécanismes d'échange dont je vais vous parler après, et puis plus récemment les stablecoins qui vont servir de pont avec la finance traditionnelle et qui posent des tas de questions dont on va parler. Alors les origines intellectuelles, alors il y a évidemment une dimension informatique dans tout ça liée à de la cryptographie essentiellement et à de la computer science en général, mais en général l'Institut des actuaires, disons, moi, c'est ma casquette NSAE, c'est plutôt une dimension économique. Et donc là, ça remonte, par exemple, à des écrits comme The Denationalization of Money chez Hayek, c'est un livre assez court, hein, ça se lit bien, qui plaidait pour un marché concurrentiel bon, ça se lit bien, je sais pas si ça se lit bien, mais en tout cas, c'est assez court, euh, pour un marché concurrentiel de monnaie privée. Et puis Bitcoin, bon, on sait qu'il y a tout un folklore sur la naissance du Bitcoin et l'identité du créateur, mais en tout cas, la date de création du Bitcoin a un lien direct avec la crise financière de 2008 et les failles perçues du système bancaire. Donc c'est un système de monnaie électronique pair à pair, euh, et quelque part, la genèse, c'est un peu une proof of concept qu'on peut faire différemment de ce qui était fait jusqu'alors. Et moi, ce qui m'a plus intéressé, quelque part plus que le Bitcoin initialement, c'est le vaste écosystème de blockchain qui vont proposer des cadres différents et les smart contracts, qui est pour moi un peu le tournant. Je me suis vraiment intéressé à partir du moment où j'ai été conscient de ça, donc des codes auto-exécutables qui sont déployés sur une blockchain. Donc, avec parfois au début, enfin sur Ethereum, c'est un langage particulier, hein. Et après, sur d'autres blockchains, on peut faire ça en Rust, qui est un langage qu'on peut utiliser par ailleurs. Enfin, il y a vraiment aujourd'hui je sais pas comment dire, enfin, tout un déploiement, un écosystème de blockchain avec des propriétés différentes. Et bien malin celui qui peut dire qui sera encore là dans 10 ans, quoi. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est les applications décentralisées. Alors, moi, je vais plutôt parler de finances décentralisées, mais il y a aussi toute une littérature sur l'assurance décentralisée avec des systèmes d'assurance automatique. Bon, vous devez connaître ça mieux que moi, mais des, c'est assez séduisant de se dire que directement, si un train n'arrive pas à l'heure, je vais recevoir tant d'euros. Si mon avion n'arrive pas à l'heure, etc. Enfin, si j'ai un problème, enfin des choses où l'intermédiation est en fait extrêmement faible, à partir du moment où on a un oracle vérifiable de l'événement qui engendre le paiement comme paiement enfin, le paiement par l'assurance, quoi. Euh, voilà, moi je vais plutôt parler des services financiers. Donc il y en a des services de pré-emprunt, on a des services d'échange. Donc les échanges, c'est exactement ce dont je parlais depuis le début. Et là, il va y avoir des échanges sans intermédiaire traditionnel. Alors avant d'aller sur vraiment les mécanismes d'échange, j'ai fait une petite cartographie un peu des bouleversements liés aux cryptos.
Et j'ai décomposé ça, alors la décomposition est discutable, mais en quatre chapitres, hein, si je puis dire. Un bouleversement géopolitique qui, pour le coup, est assez récent parce que c'est vraiment lié à l'émergence des stablecoins, puis à l'élection de Donald Trump et à sa politique très favorable aux cryptos. C'est la dollarisation. Donc, est-ce que c'est un risque potentiellement? Enfin, c'est un risque géopolitique de dollarisation du monde avec les stablecoins. On sait que il y a des stablecoins dans diverses devises, mais que les stablecoins sont essentiellement en dollars. Un bouleversement aussi géopolitique parce que tout le système diplomatique avec les sanctions est de moins en moins opérant parce que vous débranchez quelqu'un de SWIFT, c'est peut-être moins grave qu'avant parce qu'il va y avoir des circuits financiers pour contourner les sanctions qui passent par les blockchains. Du point de vue économique, il y a évidemment les questions de transmission de la politique monétaire. Alors ça, on se pose des questions assez intéressantes parce que la politique monétaire, ce sont les taux d'intérêt et il n'y a pas vraiment de taux d'intérêt. Enfin, il y a plusieurs notions de taux d'intérêt sur la blockchain. Il va y avoir évidemment les taux de staking, il va y avoir les taux qu'on peut avoir sur des plateformes de pré-emprunt dont je vais parler tout à l'heure. On peut reconstituer, ça c'est un article que j'ai fait, on peut reconstituer des courbes de taux à partir des prix des options via la parité call-put. Mais la manière dont la transmission, disons, de la politique monétaire se fait dans la sphère crypto est tout sauf évidente. Il y a un article intéressant, euh, c'est Jean Barthélémy, si je dis pas de bêtises, la personne de la Banque de France qui a écrit cet article, et qui est quelqu'un d'assez intéressant sur ces questions. Il y a évidemment, lié aux cryptos et aux stablecoins, un risque sur le financement bancaire de l'économie, hein. Alors, ce risque, pour moi, il est encore pire si on fait de la monnaie numérique de banque centrale, parce que, évidemment, si demain on me dit que je peux mettre 3 000 € en monnaie numérique de banque centrale et donc éviter le risque lié à une banque particulière, bah, évidemment, je vais aller mettre de l'argent là-bas, et par conséquent, les banques vont avoir beaucoup plus de mal à financer l'économie. Il y a aussi quelque chose dont on parle finalement assez peu, mais un risque fiscal qui est dû au pseudonymat. C'est-à-dire que tout est traçable sur les blockchains. Euh, c'est d'ailleurs un problème, hein. Si moi je vous fais une transaction, en général, je suis assez gêné parce que j'ai pas envie que vous sachiez toutes les transactions que j'ai fait avant et que vous puissiez, comment dire, voir mon patrimoine en crypto, etc. Enfin, il y a des vrais problèmes liés à ce pseudonymat, parce que dès que je fais un virement à quelqu'un, il sait qui je suis, et donc il n'y a plus de pseudonymat. Mais du point de vue du risque fiscal, dès que un grand commerçant comme Amazon va accepter les stablecoins, vous allez pouvoir faire des transactions en USD entre deux personnes, USDC entre deux personnes, puis aller sur Amazon. Le fisc va pas y voir grand-chose et évidemment, vous allez vous faire livrer, je sais pas quoi, sur Amazon, mais il va falloir, grosso modo, que le fisc demande à Amazon qui vous êtes. Enfin, c'est le coût de la levée d'impôt va être très important, quoi. C'est si vraiment ce système est beaucoup plus important, alors qu'aujourd'hui, il n'y a pas tant de banques que ça, donc c'est beaucoup plus facile si on a des soupçons sur quelqu'un d'aller se renseigner, quoi. Les bouleversements financiers, bon, ça c'est vraiment quelque chose là dont on parle beaucoup plus. C'est sur le marché de la dette courte US, hein, les Treasury Bills. C'est à double tranchant aujourd'hui. Si les stablecoins se développent énormément, évidemment que pour un stablecoin, il va y avoir euh, 1 dollar investi dans de la dette américaine. Et comme on veut garantir de la liquidité, c'est plutôt de la dette courte. Et du coup, bah, c'est quelque part une opportunité pour les États-Unis en termes de financement du Trésor. En revanche, dès qu'il va y avoir un problème de dépeg, bah oui, c'est à double tranchant parce que là, il va y avoir un risque de run. Et comment on gère ce risque de run quand enfin, quand tout peut se faire extrêmement rapidement? On va avoir les taux qui vont monter sur le segment gauche de la courbe des taux. Voilà, je sais pas très bien quoi en penser aujourd'hui, mais c'est un vrai sujet. Un sujet dont on parle aussi beaucoup
et qui, à mon avis, au-delà des cryptos, parce que ça n'a pas grand-chose à voir avec les cryptos, ça a plutôt à voir avec la blockchain ou avec les blockchains, c'est la tokenisation, le fait, BlackRock en parle beaucoup, hein, Larry Fink, et et les gens qui sont juste en dessous de lui en parlent vraiment beaucoup de tokeniser. Il y a déjà des fonds qui sont tokenisés, mais si ça devient très général de faire du trading 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, beaucoup plus facilement grâce à la tokenisation. Il y a aussi la question des obligations. Aujourd'hui, on a des souches qui sont très très grosses et un marché des obligations qui est très peu pour les particuliers. Euh, Ça peut tout à fait changer avec la tokenisation. Il y a camarade moi qui a créé une boîte qui était aussi le jour à Dauphine le jour où nous avions parlé. Donc c'est Spyco qui est en fait un money market fund. C'est une question aussi hein, sur les stablecoins. Quand vous quelque part quand vous achetez un stablecoin, eh bien c'est comme un compte non rémunéré quelque part et en plus vous avez un risque de dépeg et vous donnez à l'émetteur en fait, vous donnez les intérêts à l'émetteur du stablecoin, c'est-à-dire à Circle ou à Tether pour l'USDC, l'USDT respectivement. Bah, pourquoi ne pas plutôt prendre de l'argent, enfin utiliser un money market fund comme compte en banque, sachant qu'on peut rentrer, sortir 24 heures sur 24. Euh, ça a du sens. Un bouleversement financier aussi pour les transferts internationaux. J'avais lu une étude qui montrait que même sur l'euro-dollar, ça pouvait être moins cher de passer par la blockchain, c'est-à-dire passer par les stablecoins pour faire un transfert euro-dollar. Et puis il y a un problème, un bouleversement que je qualifierais de pédagogique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de vols de crypto. Enfin, il y a beaucoup de gens qui croient détenir des cryptos qui sont sur la blockchain. En fait, ils ont juste un compte dans un service qui est très centralisé, donc bah évidemment, il y a des vols de crypto là-dessus. Et puis, il y a une question de formation des élites politiques, sachant que les élites politiques sont quand même en général pas des gens qui ont, on va dire, étudié l'informatique, la cryptographie, etc., etc. Euh, il y a une vraie question. Je dis pas d'un transfert de pouvoir, mais en tout cas d'un risque justement d'avoir des élites dépassées, alors qu'elles le sont quand même beaucoup moins sur les aspects financiers traditionnels, et simplement parce que le temps a fait son affaire et que les choses peuvent s'étudier, quoi. Mais il y aura forcément un lag et un bouleversement pédagogique à opérer sur la formation des élites. Bon, bref, je reviens à mon sujet initial des mécanismes d'échange, mais là, je pense que j'ai brossé quand même un cadre assez général sur les bouleversements, et il y en a probablement d'autres. Cette nouvelle chose que sont les automated market makers. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est en fait un nouveau mécanisme d'échange. Donc, un trader veut échanger un actif contre un autre, d'accord? Et il va pas aller sur un carnet d'ordre, il va pas faire une requête à un dealer spécifique, il va aller en fait utiliser une pool ou un pool, je sais pas ce qu'il faut dire, de réserve qui est fourni par d'autres agents en quête de rendement. Ce qui se passe, c'est que tout se passe comme si n'importe qui pouvait être fournisseur de liquidité. Ok, donc vous pouvez devenir demain liquidity provider sur Uniswap, qui est qui est l'acteur majeur des automated market makers. Et dans ces cas-là, vous allez fournir vos réserves, par exemple 10 et de Wrap Bitcoin à, comment? Vous allez les mettre en fait, pas fournir, vous allez les mettre euh, dans le protocole. Et puis il y a des liquidity takers, donc des preneurs de liquidité qui vont utiliser l'AMM pour échanger eh bien, de l'IS contre du Bitcoin pour un, et puis du Bitcoin contre de l'IS pour un autre. Et grosso modo, l'idée, c'est que le taux de change, hein, c'est-à-dire le prix de l'actif, d'un actif contre l'autre, va être fondé sur une règle qui est publique, tout le monde la connaît, elle est prédéfinie, elle va dépendre de la taille des réserves. Donc c'est vraiment des formules et on sait, étant donné le nombre, la quantité d'Is, d'Ether, la quantité de vrais Bitcoin qu'il va y avoir dans les réserves, on sait quel va être le prix. Évidemment, si tout d'un coup il y a plus 10, eh ben, on va favoriser, c'est comme un market maker en fait, on va favoriser le fait que on vende de l'Is pour acheter du Bitcoin et réciproquement.
Mais tout ça n'est pas basé sur, comme pour un dealer, un market maker traditionnel, sur une optimisation discrétionnaire. C'est vraiment basé sur une formule établie qui va dépendre du sens de l'échange, des réserves, de la taille de la transaction. Ce qui est intéressant, c'est que ce système, ça c'est tout neuf, puisque j'ai reçu cette semaine une invitation à, à un séminaire. C'est le séminaire, c'est assez classique, hein, c'est le séminaire Finance et Développement Durable, qui est c'est une chaire qui existe depuis maintenant oh là, presque 20 ans, qui a été fondée par Crédit Agricole et EDF, si je ne dis pas de bêtises. Et le titre de la conférence de cette semaine, c'est vendredi, c'est Automated Market Making for Peer-to-Peer Energy Sharing. Donc ça SM au-delà des cryptos, c'est vraiment des mécanismes d'échange qui manifestement pourraient avoir un intérêt dans le domaine de l'électricité. Alors, comment ça marche et pourquoi ça diffère des modes traditionnels? Euh, Ça diffère des marchés où il y a des dealers qui sont bien identifiés, parce que là, n'importe qui peut fournir de la liquidité via un AMM. Il y a une forme de démocratisation. Donc, on n'a pas besoin d'aller taper à la porte d'HSBC, taper à la porte de JP Morgan, taper à la porte de, que sais-je, pour avoir accès à telle devise ou telle chose. C'est très différent des marchés basés sur les limit order book parce qu'il n'y a pas du tout de carnet d'ordre. Les prix sont fixés automatiquement par le protocole. Il y a une détermination algorithmique du prix, d'accord? Alors que bah, vous choisissez quand vous mettez des ordres, vous choisissez où vous les mettez. Et c'est très différent d'un dark pool aussi parce que bah là, il y a clairement, on sait tout. On sait la liquidité disponible. Le prix, il n'est pas défini par l'importation d'un prix sur Euronext, dans le cas de la plupart des dark pools sur les actions françaises. Enfin, c'est vraiment un mode de fonctionnement complètement différent. Et puis, chose intéressante, c'est vraiment, ça c'est par nature, les AMM sont complètement collatéralisés. Il n'y a pas de risque de contrepartie. Alors, il y a un risque lié au protocole, mais il n'y a pas de risque de contrepartie. Vous savez très bien que si quelqu'un vient, eh bien, les échanges vont se faire et qu'il n'y aura pas de problème. La, la majorité, en fait, des automated market makers sont ce qu'on appelle des CFMM. Puis après, je vous dirais même qu'en fait, ce sont des trucs plus particuliers qui sont des CPMM. C'est en général comme ça que ça marche. Donc, le taux de change est déterminé en fonction des réserves, euh, alors du sens et de la taille des transactions. Et c'est basé sur le fait de maintenir une certaine fonction constante. Si on oublie les coûts de transaction, il y a en plus des coûts de transaction, évidemment, il faut que les gens qui fournissent de la liquidité aient envie de la fournir, donc il faut qu'on leur donne quelque chose. Euh, mais l'idée, c'est que on veut que, par exemple, ici, si quelqu'un vient acheter de la devise zéro et paye en devise 1, d'accord? Les réserves vont évoluer de Q0, Q1 vers Q0 moins delta Q1 et Q1 plus delta Q1. On veut que la fonction soit exactement la même qu'avant. Donc il y a une quantité qui est préservée en l'absence de coût de transaction et la plupart des AMM sont en fait de la forme constant product market making, donc Q0, Q1, d'accord? Donc le produit est, est constant et ça fait en fait, si vous voulez, ça fait un implementation, un shortfall qui est en racine carrée de la quantité après, du point de vue du prix. Donc si on regarde la fonction de prix, ça je vais aller vite, là c'est la dimension plus mathématique. On veut maintenir une fonction constante, mais si on fait un coup de théorème des fonctions implicites, grosso modo, ça veut dire que la quantité qui est dans de currency 1, de devise 1, va fixer la quantité de devise 0, d'accord? Et pour que ça se passe bien, pour qu'il n'y ait pas d'arbitrage évident, il faut que la courbe soit convexe. Et il se trouve que quand on regarde des choses, le taux de change, si on regarde s'il y a un prix sur une autre plateforme, pour des quantités infinitésimales, bah, il faut absolument que ce prix, ce soit moins la dérivée de la fonction qu'on vient d'introduire précédemment, qui donne la quantité de Q0 en fonction de Q1, la variable Q1. Donc en fait, si on connaît Q1, on connaît Q0 et on connaît le prix. Donc c'est exactement ce que je vous disais. C'est que tout est fixé ensemble par des formules. Et évidemment, ça n'est pas assuré automatiquement. Ce sont des arbitrageurs qui vont faire les arbitrages.
qui vont. Alors là, je fais un cas de sans coût de transaction. En vrai, il y a des coûts de transaction, donc tout ça n'est pas tout ça. Il y a des bandes autour desquelles, autour de cette vérité un peu théorique, mais grosso modo, le prix est fixé par les quantités. D'accord? Et quand on regarde la rémunération des liquidity providers, sans coût de transaction, il se trouve, alors c'est de l'analyse convexe, tout s'exprime en fonction de la duale de la fonction psi. Il se trouve que si on regarde les choses, le PNL de quelqu'un qui serait rentré, qui serait devenu liquidity provider par rapport à quelqu'un qui ne serait pas devenu liquidity provider est négatif en l'absence de coût de transaction. Donc c'est pas juste zéro, c'est zéro si le prix n'a pas bougé, mais dès que le prix bouge, on va avoir tendance à perdre. Donc en fait, les frais de transaction doivent compenser une position courte dans une option convexe. Donc c'est vraiment quelque chose de très particulier, c'est-à-dire vous fournissez de la liquidité. En fournissant de la liquidité, vous vous exposez à quelque chose qui a plutôt un profil véga négatif, gamma négatif. Donc c'est quelque chose en général dans lequel on n'a pas trop envie d'être. Enfin, ça dépend de la vol, ça dépend de comment c'est fait. Et c'est compensé par des coûts par les frais de transaction, parce qu'à chaque fois qu'il y a une transaction, bah, ça dépend des pools, mais il y a des pools où chaque fois qu'il y a une transaction, bah, vous touchez 2 points de base, d'autres 30 points de base, etc. Enfin, il y a différents types de pools sur Uniswap, il y a vraiment tout un écosystème, une zoologie de pools là-dessus. Et puis, ça, c'est le cadre de base. Ensuite, ça a beaucoup été amélioré. Il y a dans Uniswap V3, euh, on fournit la liquidité que sur une certaine plage. Donc on dit, moi je fournis la liquidité, mais si le prix sort d'un certain intervalle, je ne suis plus là. Ça limite les pertes et ça limite en fait ce problème d'être exposé à une option. On est exposé à une option, donc quand on est exposé à un payoff, on peut toujours. Alors c'est un payoff, mais c'est un peu plus compliqué qu'un payoff. Il n'y a pas un côté martingale. Donc on peut en tout cas en couvrir une partie, hein. C'est ce qu'on appelle loss versus rebalancing. On peut couvrir une partie de notre exposition, mais il y a une partie où en fait, quelque part, on doit laisser de l'argent aux arbitrageurs et, euh, et du coup, on perd un peu d'argent, mais on peut couvrir une partie. Il y a une idée assez intéressante qui est de dire, bah, en fait, les arbitrageurs vont gagner de l'argent, mais je vais leur extraire leur rente en mettant aux enchères le droit d'arbitrager, en l'occurrence en donnant des frais de transaction nuls à des gens et en leur vendant aux enchères ces frais de transaction nuls. Donc, ils vont assurer que le prix est au bon endroit, mais on va leur extraire une partie de leur rente via un mécanisme d'enchère préalable pour une durée déterminée. Euh, et donc, bah, ça limite quand même les pertes liées à l'exposition à ce payoff gamma négatif, véga négatif. Et puis, il y a une autre idée. Moi, j'étais assez partisan de ça au début, mais je trouve finalement que cette idée-là est assez bonne. Euh, L'idée précédente était assez bonne. L'utilisation d'oracle, c'est-à-dire l'idée de dire, bah, la formation des prix, je vais quand même si moi j'ai vu que sur d'autres plateformes les prix avaient bougé, ben, je vais actualiser mes prix. Et donc ça réduit en fait les, les, les opportunités d'arbitrage pour les autres, mais ça pose la question de la manipulation des oracles dans la sphère crypto. Voilà, ça c'est vraiment sur les AMM, donc nouveau mécanisme dans la sphère crypto, mais qui manifestement j'espère avoir le temps d'aller voir cet exposé vendredi. Donc, prospère, ou en tout cas, il y a des gens qui sont partisans de le voir, de voir ce genre de mécanisme utilisé dans la sphère électrique, si je puis dire, le marché de l'électricité. Euh, voilà, ça c'est pour les échanges. Et puis après, il y a le marché du crédit. Alors, le marché du crédit, donc en DeFi, c'est assez intéressant. Ça pose des questions aussi parce qu'il y a toujours ce pseudonymat. Donc, c'est forcément des prêts collatéralisés, surcollatéralisés, d'accord? Puisque, en effet, je ne sais pas qui vous êtes, puisque vous êtes caché derrière une identité cryptographique. Et par conséquent, les prêteurs doivent déposer, pardon, les emprunteurs doivent déposer euh,
Les emprunteurs doivent déposer du collatéral et très souvent, pour emprunter 100, il faut déposer 120, quoi. D'accord? Mais ça a néanmoins un grand intérêt que je vais expliquer après. Donc là, vous pouvez voir ça comme un compte en banque. Les gens qui ont des cryptos peuvent aller déposer chez AAV, chez Compound, chez Morpho, qui sont les trois grandes plateformes de prêt-emprunt pour obtenir de la rémunération quand les gens vont emprunter les devises qu'ils ont prêtées. Alors, c'est pas bilatéral, hein, ça fonctionne avec des pools. Euh, et les taux d'intérêt sur les versions, disons, initiales sont des taux d'intérêt qui ne sont pas négociés, mais qui vont être fixés par un algorithme qui va dépendre des volumes disponibles. Donc, par exemple, c'est ce qu'on appelle le taux d'utilisation. C'est s'il y a énormément de gens qui veulent prêter une devise et très peu de gens qui veulent l'emprunter, les taux vont être très faibles. Et c'est des taux qui sont des taux extrêmement courts. C'est des taux bloc à bloc, en fait, quasiment. Euh, et donc, en particulier, c'est des taux variables. Alors, vous pouvez avoir, par exemple, des taux normaux, 3, 4, 5% la plupart du temps. Et puis, tout d'un coup, le taux, quelqu'un qui était un gros prêteur va sortir. Du coup, les taux vont monter très, très fort pour inciter les emprunteurs à sortir, eux, de leur position, s'ils le peuvent. Mais vous pouvez avoir pendant quelques heures des taux à 30%, euh, en base annuelle, hein, j'entends. Euh, mais il n'y a pas aujourd'hui, il y a quelques tentatives, mais il y a vraiment une pièce manquante qui est la dette à taux fixe. Alors qu'on a vu historiquement, hein, dans ma perspective historique, que bah, évidemment la dette à taux fixe, c'était la base initiale du développement du marché financier. Et là, quelque part, c'est pas très naturel, mais il commence à y avoir des choses. J'ai beaucoup échangé avec Morpho et ils sont en train de faire un cadre où il va y avoir des prêts qui vont être à taux, enfin des zéro coupons en fait. Si je comprends bien les choses. Euh, voilà. Et donc un des défis actuels dans ce cadre-là, c'est de construire un marché liquide de dettes collatéralisées avec des échéances fixes pour créer une courbe des taux parce que aujourd'hui, par exemple, bah, les options, bah, je sais pas exactement comment les gens les price, avec quel R ils mettent, mais aujourd'hui, c'est assez compliqué. On n'a pas vraiment de courbe des taux. Et donc, bah, vous imaginez un monde, quand on est actuaire, avoir un monde sans courbe des taux, ça peut paraître un peu bizarre, sur pas mal de problèmes. Euh, voilà, même s'il y a des notions de taux, hein, quand j'étais tout à l'heure dans les cryptos, il y a le taux de staking qui est assez important. Et puis, mais c'est des taux qui sont tous variables. Il y a pas vraiment on peut pas vraiment définir une courbe des taux avec un terme. Donc ça, c'est quelque chose qui est pour l'instant manquant. Voilà, j'ai brossé différents sujets, des sujets historiques, des sujets d'actualité, des sujets plus mathématiques sur les formes d'échange. Et voilà, si je comprends bien, il y a un temps à partir avec des questions via le chat. Tout à fait, tout à fait. Et il y a une question de Sébastien dans le chat de Sébastien Choucroune, qui est un actuaire qui s'est intéressé à la première heure à ces sujets, puisqu'il y avait fait son mémoire d'actuariat. Euh, que penses-tu de l'avenir d'Uniswap et plus généralement des CFMS, je ne sais pas si on le dit, maintenant que des projets comme Hyperliquid proposent des carnets d'ordre on-chain? Ah bah, c'est une grande question. Donc, Hyperliquid, c'est vraiment la boîte qui s'est développée récemment et qui a énormément de succès. Euh, j'ai pas de boule de cristal, mais je pense que les deux mécanismes d'échange peuvent perdurer. Il peut tout à fait y avoir, enfin, il peut tout à fait y avoir les deux mécanismes pour des types de clients différents, avec des coûts différents. On voit bien, enfin, si, moi j'aime bien la page du CIBO, donc du Chicago Board Option Exchange, bon, qui mérite pas vraiment bien son nom puisque c'est pas des options dont je vais parler, mais quand vous regardez la fragmentation en Europe, vous voyez bien qu'il y a
plein de plateformes sur lesquelles il y a de la liquidité. Évidemment, Euronext et Cboe dominent évidemment le paysage, mais il y a quand même de la place pour énormément de, de choses. Donc voilà, bonne question. Je pense pour les gens, la question pour moi, c'est pas juste la concurrence entre Uniswap et Hyperliquid, c'est aussi la concurrence entre Uniswap et, euh, et des AAV et des morphos. C'est-à-dire que quand vous voulez utiliser quelque part, enfin être rémunéré sur l'argent sur les cryptos que vous n'utilisez pas. Alors évidemment, pour les cryptos qui sont les cryptos natives d'une blockchain, vous pouvez d'une blockchain POS, vous pouvez staker, mais pour les autres, bah, il est tout à fait possible de vouloir les prêter, donc de voir un peu AAV comme un compte en banque, quoi, rémunéré. Euh, Évidemment, il y a plus de risques quand on essaye d'avoir de la rémunération via Uniswap, parce que il y a cette exposition gamma-neg. Enfin, c'est pas. Voilà. Moi, j'aurais tendance, mais c'est un avis personnel, hein, j'aurais plutôt tendance à aller pour placer des cryptos, à aller sur des plateformes de pré-emprunt plutôt que sur Uniswap. Mais je vois que Uniswap dure, donc. Ça apparaît, enfin, l'ensemble que tu nous décris apparaît comme un vaste laboratoire fait par des gens qui s'intéressent à ça, mais dans un microsystème pour le moment qui va dans tous les sens. Enfin, et est-ce que ce système, au sens mécanique, est-ce qu'il a une chance de converger vers quelque chose qui soit qui s'impose dans l'économie, dans la finance, ou est-ce que par construction, il est divergent? Ça, bien malin qui saurait répondre, mais je pense qu'il y a déjà des choses pour moi et quelque part, c'est pas, enfin, typiquement, c'est plus blockchain que crypto, quelque part, ma réponse, mais je pense que la tokenisation, euh, à partir du moment où Larry Fink s'y met, je vois pas dans quelle mesure ça pourrait ne pas être inexorable, quoi. Hmm. D'accord? Je pense que est-ce que à la fin des fins, ce sera pour le grand public? Ça, c'est pas forcément. Alors, il peut y avoir, voilà, le Bitcoin hors digital d'un côté, des trucs, mais quelque part, c'est pas tant les voitures qui me semblent être pérennes que les autoroutes qui ont été créées, quoi. Euh, et Mais qu'est-ce qui ces circulera autoroutes, dessus, j'en sais rien, mais. oui, oui, mais ces autoroutes, elles donnent du pouvoir. Euh, et tu soulignais tout à l'heure de façon un peu cruelle que les grands de ce monde qui sont aux manettes n'ont pas la formation Ouais. blockchain. C'est pas dans leur culture, hein, ils n'ont pas eu ça quand ils étaient petits et, euh, et que il y a ce manque de maîtrise peut laisser finalement le pouvoir institutionnel, c'est d'ailleurs le début de Bitcoin, d'après la légende, Ouais. le laisser ce pouvoir à celui qui dominera les autoroutes. C'est une vraie question. Je sais plus comment s'appelle ce philosophe américain, enfin, voilà, il y a peut-être des gens qui voient de qui je parle, mais il y a vraiment, oui, des développements là-dessus, et c'est pas vraiment des grands démocrates, quoi, hein. Et à cet Je- égard, qu'est-ce que tu penses de l'euro numérique? Bah, moi, déjà une chose, c'est on est un peu les seuls à garder ce truc-là en tête. Je reviens à ça. Je pense que les gens
qui vont décider de ça n'ont pas forcément la formation blockchain. Donc en fait, ils vont forcément aller si c'est fait par la sphère publique, ce qui est en fait le cas d'une monnaie numérique de banque centrale, bah forcément, c'est pensé par des gens qui n'ont pas la culture blockchain, donc ils vont avoir du mal à sortir du cadre monnaie numérique de banque centrale. Et moi, je pense pas que ce soit une excellente idée, en fait, parce que déjà, ça crée un problème plus important que les stablecoins, à savoir que bah, directement, euh, quand vous prenez un stablecoin, bah, vous avez quand même le risque de Circle. Est-ce qu'il faut mieux avoir le risque Circle ou le risque Société Générale? C'est pas complètement clair pour moi. En revanche, est-ce qu'il faut mieux avoir le risque BCE ou le risque Société Générale? Bah, évidemment qu'il y a une hiérarchie qui semble assez évidente. Donc, si on autorise tout le monde à mettre 3 000 € sur un compte BCE, même s'il est géré, parce qu'on parle de ça, mais par les banques de détail, il y a quelque part une dimension, ça va sortir du bilan des banques, d'accord? Je ne sais pas très bien comment ça va être fait, mais du coup, pour le financement de l'économie réelle dans des sociétés qui sont très bancarisées, plus qu'aux États-Unis, ça me paraît pas être une excellente idée. Ensuite, il y a donc je préférerais qu'il y ait des stablecoins. Après, le problème, c'est est-ce qu'il n'y a pas une idée dans les... Parce que la Chine fait ça, mais la Chine, c'est évidemment pour surveiller sa population, Oui, c'est un probablement. objectif différent, un C'est un objectif. objectif différent, mais après, est-ce qu'il n'y a pas comme objectif aussi, si vous avez de la monnaie numérique de banque centrale et forcément, la différence avec des stablecoins, c'est qu'il y a un KYC. On sait exactement à qui appartient quoi, il y a une identité quelque part, etc. Et donc, de faire de la monnaie hélicoptère. Est-ce qu'il y a cette idée que la monnaie numérique de banque centrale peut permettre de faire de la monnaie hélicoptère, ce que les stablecoins ne permettent pas de faire? Donc, en fait, une manière de faire de la politique monétaire plus directe, proche de la consommation. Enfin, je pense qu'il y a vraiment, pour moi, du point de vue du timing, c'est-à-dire quand on voit l'agenda, on n'est pas sur une île déserte, quoi, même sur une île tout court. Donc, dans la mesure où les États-Unis vont à fond sur les stablecoins et que ça va très vite, et que les grands acteurs comme Amazon, enfin le jour où on peut faire des transactions en USDC sur Amazon et que les gens commencent à se payer des services les uns les autres en USDC, ça va être un enfer fiscal. Enfin, la levée d'impôts va être beaucoup plus compliquée pour les États. Donc ça, pour moi, ça plaiderait plutôt pour la monnaie numérique de banque centrale, mais en même temps, comme les États-Unis font les stablecoins et que ça va dollariser toute l'économie, à terme, si on n'a pas des stablecoins en euros, il faut aussi des stablecoins en euros. Donc, est-ce qu'il va y avoir les deux in fine? J'en sais rien. Et puis, à chaque fois, les horizons reculent. On parle maintenant de monnaie numérique de banque centrale plutôt à des horizons comme 2030, si je comprends bien. Pour le cas de l'euro, ça paraît très loin. Oui, Et voilà. c'est effectivement une durée qui fait que ça se jouera, tout sera joué avant quand même. Tout sera joué avant, voilà, c'est ça. Mais après, ça pose des problèmes. Enfin, moi, c'est un sujet dont on parle assez peu, mais la problématique fiscale. Je parle pas de la problématique fiscale, comment je déclare mes revenus, comment dire, le rendement, enfin mes plus-values du capital, etc. C'est pas ça mon problème. Ça peut être un problème des personnes. Je veux dire, le problème pour l'État de la levée de l'impôt, s'il y a un système avec pseudonymat où les gens commencent à transacter là-dessus, euh, enfin, il va falloir vraiment supposer que les gens ont une éthique très particulière et la fraude peut être très compliquée à gérer, quoi. C'est Et très, MiCA très compliqué à n'apporte gérer. aucune réponse à ça. La réglementation européenne n'apporte aucune réponse. Zéro, j'ai l'impression que le problème n'est pas adressé puisqu'en fait, aujourd'hui, personne ne consomme en USDC ou Mm. très peu. Mais encore une fois, le jour où Amazon accepte des paiements en USDC, sincèrement, les gens qui sont des aujourd'hui, les early adopteurs de crypto, qui ont beaucoup d'argent et qui veulent continuer d'être exposés à la hausse, vont utiliser des AAV, des Morpho, des Compound pour mettre leur Bitcoin là, l'échanger, donc emprunter un stablecoin
le transformer en vrai USD et je sais pas quoi, enfin acheter une maison ou des choses comme ça, tout en continuant d'être exposé à la hausse aux cryptos. Bon, soit. Ça, c'est un peu particulier. Mais si demain, les early adopters de crypto, sachant qu'on ne connaît pas leur identité, puisqu'il y a le pseudonymat, alors les plateformes, il y a quand même un truc, c'est que toutes les plateformes centralisées, type Binance, Kraken, etc., doivent faire un KYC. Mais après, il suffit enfin, les adresses, on peut les suivre, mais il va falloir vraiment devoir enquêter. Et si quelqu'un n'a fait des transactions il y a très longtemps, il a plein de Bitcoin, ou pas forcément plein, mais qu'ensuite il convertit en USDC sur une plateforme en DeFi où il n'y a pas de KYC, et qu'ensuite il achète sur Amazon, enfin, De toute façon, c'est le coût de levée qui, de toute façon, oui, est c'est élevé. ça. Pour moi, c'est le coût de la levée d'impôt, c'est-à-dire, et quand je parle de l'impôt, ici, je suis quasiment en train de parler en fait de l'impôt sur le revenu et les plus-values du capital, quoi. Alors les plus-values du capital, déjà aujourd'hui, c'est compliqué sur ce truc, mais si demain les gens se payent en USDC parce qu'ils peuvent consommer en USDC, là, je vois pas comment les États peuvent continuer enfin, on va faire de la TVA partout, quoi. Et il y aura pas d'impôt sur le revenu. Enfin, peut-être que je lance des pistes un peu comme ça en réfléchissant tout haut, quoi. Mais c'est assez Ouais. compliqué pour moi. C'est- Le Alors, problème se pose pas aujourd'hui et du coup, il n'y a pas d'anticipation. Mais il est évident que le jour où Amazon, je pensais à Amazon parce que c'est vraiment la grande plateforme de commerce mondiale, voilà, mais je connais mal le marché chinois, mais en plus de la monnaie numérique de banque centrale en Chine, il y a déjà des avatars avec Alipay, etc. Donc en fait, sur Alibaba, vous pouvez déjà payer dans des devises électroniques, mais enfin, la problématique chinoise est complètement différente de toute façon. Donc. Il y bon, a juste deux questions auxquelles ce Ouais. serait bien de répondre avant de clore. Isabelle Prolion qui pose la question, le collatéral déposé est-il rémunéré? Qu'est-ce qui justifie le besoin d'avoir une courbe des taux? Vous avez évoqué le PEG avec un risque de run sur les T-bills. Mhm. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus longuement? Alors, il y a trois questions. La première, c'est est-ce que le collatéral qui est mis pour emprunter est rémunéré? Alors, ça dépend des plateformes, mais il y a des plateformes où il y a une réhypothécation. Donc, en fait, dans ces cas-là, ce que vous avez mis en collatéral peut être emprunté. D'accord? Donc, dans ces cas-là, bah oui, il va y avoir une rémunération. Et puis, il va y avoir, il y a des plateformes où ce qui est en collatéral est en collatéral, il peut pas être réemprunté. Donc, il y a le collatéral et les pools de prêteurs qui sont différents, alors que dans d'autres, c'est la même chose. C'est-à-dire, vous déposez quelque chose qui vous donne le droit, d'emprunter. Et dans ces cas-là, bah, vous touchez en effet des intérêts. Ça, c'était la première question. Euh, je sais plus quelle était la deuxième. C'était et les qu'est-ce qui PEG. justifie la courbe des taux? Alors pourquoi il faut une courbe des taux? Bah, c'est quand même plus pratique pour pricer une option pour un mois, 3 mois, un an, d'avoir une courbe des taux. On vit quand même comme si la courbe des taux était. Alors il n'y a pas toujours eu une courbe des taux. Hein, je veux dire, il y a 100 ans, il n'y avait pas du tout de courbe des taux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, historiquement, la plupart des prêts aux États ou en tout cas ce qu'on appelle des États aujourd'hui, c'était des prêts. Il y avait qu'un point il y avait des points, disons à court terme sur la courbe des taux, et puis il y avait un point à très long terme. C'est vraiment, alors c'est aux États-Unis. Alors il y a, hein, par exemple, il y a ce qu'on appelle le Grand Parti de Lyon sous Henri II, où il y a des prêts en France à des horizons, je sais plus combien, enfin une dizaine d'années, peut-être 11 ans. Enfin, j'ai pas le truc en tête. Ça s'appelle Grand Parti de Lyon. Et in fine, de toute façon, les gens qui auront prêté à Henri II ne récupéreront pas leur bille, mais les prêts avec des maturités vraiment fixes, c'est vraiment aux États-Unis au XXe siècle, et donc avant ça, il n'y a pas vraiment de courbe des taux. Et je pense que il y a une demande pour
avoir des maturités fixes qui sont probablement liées à l'institutionnalisation, aux grands asset managers, aux grands assureurs, à des besoins d'ALM en fait. Euh, Probablement. C'est pas complètement clair ça pour moi, ce qui a généré la transition. Mais on vit aujourd'hui avec une courbe des taux. Moi, je sais pas, quand je fais un cours sur à peu près n'importe quoi en termes de pricing, j'ai besoin que la courbe des taux soit là, quoi. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment un manque pour pricer le reste des choses, notamment des options, par exemple. Vous voulez pricer des options, vous voulez avoir des futurs à maturité fixe. Il y a aussi ça. Qu'est-ce qui reste dans la question? Qu'est-ce qui restera? La question des futurs perpétuels. Les futurs perpétuels sont plus liquides en fait que, enfin, les futurs perpétuels sont plus liquides que les spots. C'est parce que les gens veulent du levier en crypto. Bah, je pense que les futurs perpétuels, ça restera quoi qu'il advienne des cryptos. C'est quand même une idée qui est intéressante et qui peut être Et qui n'existe pas dans le monde actuel, bah, qui hors n'existe. crypto. Non, ça n'existe pas. Enfin, ça avait été proposé historiquement par Schiller. Donc Schiller, ça doit dater. Je veux pas dire de bêtises, je veux pas vous donner de date, mais Robert Schiller, donc le prix Nobel d'économie. Bon, à l'époque, il n'était pas prix Nobel, mais il avait proposé ça pour faire des dérivés sur des indices immobiliers, sur des indices économiques. Par exemple, avoir des dérivés qui sont cash settlés sur le GDP. À partir du moment où vous avez quelque chose comme l'INSEE ou comme les instituts de stats et que on part du principe qu'ils vont pas manipuler les indices, vous pouvez bâtir des dérivés cash settlés là-dessus et qui n'ont pas de date de fin, qui fonctionnent comme des pertes, mais ça n'a pas vraiment pris. Il y a eu des choses, en Amérique latine par exemple, il y a eu des choses historiquement avec des bonds je veux pas dire de bêtises, mais je crois les Brady bonds par exemple, il y avait une indexation sur le PIB, je suis pas sûr, mais je sais plus. Mais il y a eu des indexations sur le PIB, sur certains produits. Là, c'était vraiment de faire des pertes, c'était l'idée de Schiller. Euh, mais aujourd'hui, non, ça n'existe pas. Mais pourquoi il y aurait pas, plutôt que d'avoir des ETF sur l'or, pourquoi il y aurait pas des futurs perpétuels sur l'or en finance traditionnelle? Ça me paraît pas Mhm. évident que ce soit une mauvaise idée. Donc pourquoi il y a des ETF et pas des perps sur indices? Enfin, c'est une vraie question. On fait encore peut-être Il y avait une dernière, il y avait une Oui, alors, troisième question. la dernière question d'Isabelle évoquait le DPEG avec un risque de run sur les T-bills. Ah oui, si, par Et exemple, il y ça a me eu un permet DPEG. d'élargir peut-être, c'est un point Ouais. qui m'intéresse également. Est-ce qu'on a une idée du fonctionnement de ces AMM dans les cas extrêmes, que ce soit les cas de run des LPs, tu l'as évoqué tout à l'heure avec des taux qui peuvent monter à 30, ou que ce soit des problèmes physiques, c'est-à-dire coupure du réseau dans certaines parties, ou que ce soit apparition de forks sur la chaîne sous-jacente. Est-ce qu'on a une idée du fonctionnement des formules, enfin des règles et des formules publiques que tu as décrites tout à l'heure? Et incidemment, est-ce qu'il existe des espèces de mécanismes de coupe-circuit pour éviter un éventuel risque de contagion? Alors, oui, il y a des choses qui font peur. Euh, alors, quelle était la première dimension? La première dimension, c'était les DPEG. Donc, par exemple, un exemple. Alors, il y a eu des DPEG où les trucs ont fait faillite complètement. Donc, ça, c'est pas très intéressant en ce sens qu'il n'y a pas de vie après le DPEG. Donc là, c'est des choses qui étaient mal ficelées. Mais si on prend le cas de l'USDC, donc Circle, qui est l'une des deux grandes compagnies derrière les stablecoins, il y a eu un DPEG de l'USDC au moment de la faillite de Silicon Valley Bank, parce que Silicon Valley Bank, enfin parce que Circle avait placé une partie de ses réserves chez Silicon Valley Bank. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, les gens qui ont de l'USDC potentiellement, ils peuvent vouloir, s'ils craignent que le DPEG soit plus important encore, ils peuvent se dire, ben moi je suis vendeur à 0,92 ou à 0,95 et sortir. Et dans ces cas-là,
si le stable, enfin, ça engendre en fait, c'est toujours pareil, hein, c'est des prophéties autoréalisatrices, mais ce qui déclenche le truc peut être exactement comme la faillite de SVB. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Bah, ce qui va se passer, c'est que dans le bilan de Circle, il y a, en contrepartie des stablecoins, il va y avoir des T-bills américains, d'accord? Et donc, si les gens veulent vendre leurs stablecoins et que on les élimine en fait, ces stablecoins, on les brûle comme on dit, qu'est-ce qui va se passer dans ces cas-là? Bah, il faut que Circle récupère de la liquidité. Qu'est-ce qu'elle va faire pour récupérer de la liquidité? Elle va vendre des T-bills, ça fait exploser le taux des T-bills, quoi. D'accord. Après, est-ce que ça se propage? Ça va dépendre du bilan de Circle, c'est-à-dire ça va dépendre de la distribution des maturités dans le bilan de Circle, quoi. Euh, Aujourd'hui, j'ai le sentiment, alors Tether a investi dans des choses beaucoup plus exotiques que des T-bills, hein, mais Circle, j'avais le sentiment, tout ça, enfin encore une fois, on regarde une information à un moment donné, elle peut changer dans le temps, etc. Mais j'avais le sentiment que c'était des produits derrière qui étaient assez sûrs et avec des maturités assez basses. Et donc quand bien même il y aurait un problème, de toute façon, ils seraient capables de rembourser tout le monde en allant à terme, d'accord? Mais la question c'est s'il y a des runs, bah ils peuvent pas, soit ils bloquent les choses, soit parce qu'ils peuvent attendre que ça arrive à terme. Mais si les gens veulent leur argent et qu'ils décident de vendre, bah évidemment, oui, le risque de run, augmentation des taux, il peut y avoir des faillites, quoi, sur les Alors, nous stablecoins. avons largement dépassé, mais il y a encore beaucoup de combattants. Il y a encore quelques questions, je crois, Vincent. Il y a des points qui t'intéressent particulièrement? Euh, non, j'entends pas Vincent. Tu as ton micro? Oui, oui, Oui. j'ai mon micro, mais effectivement, il y a beaucoup de questions. Et je suis désolé pour les participants parce qu'on va pas pouvoir Je regarde moi aussi, si vous voulez, dans le... toutes les faire, ou alors tu sélectionnes celles qui t'intéressent, enfin celles qui te semblent pas trop longues à répondre, Olivier. Ouais, ouais, je peux faire ça. Vous pouvez poser vos questions. Ok, je fais ça. Vous me voyez faire. Que penses-tu de l'avenir d'Uniswap? Donc ça, c'était la question de Sébastien Choucroune. Ta, ta, ta. Deux mécanismes devraient coexister. Quel mécanisme est plus adapté en période de très forte volatilité? Alors, en période de très forte volatilité, le problème, c'est justement sur Uniswap V2, bah là, si vous êtes un liquidity provider, vous pouvez vraiment perdre pas mal d'argent. C'est pour ça qu'ils ont introduit le- le- les contraintes là, les intervalles de liquidité, de prix sur lesquels on fournit la liquidité. Mais quand il y a beaucoup de vol, moi, je pense que il y a une sorte de, je sais pas comment dire, une sorte d'ordre. C'est-à-dire quand il n'y a pas beaucoup de vol, Uniswap c'est très bien pour les liquidity providers. S'il y a un peu plus de vol, c'est des carnets d'ordre. Et quand il y a vraiment beaucoup de vol, un peu comme ce qui se passe sur Euronext, hein, quand il y a beaucoup de vol, bah on arrête et on fait une enchère pour remettre tout le monde, enfin pour calmer les choses et ça. Mais j'ai pas le sentiment aujourd'hui qu'il y ait des méthodes d'enchère, par exemple une enchère toutes les 10 une enchère de 1 minute toutes les 10 minutes. Enfin, ce genre de choses n'existe pas trop côté crypto. Ou en tout cas, si ça existe, c'est complètement marginal et j'en ai pas trop entendu parler. Alors, quel mécanisme, hein, j'ai du mal à abuser. C'est quoi la monnaie hélicoptère? Alors, la monnaie hélicoptère, c'est le fait de faire de la politique monétaire en disant, voilà, je donne 100 euros à tout le monde. Sur votre compte en banque, pouf, la Banque centrale met 100 euros. Euh, donc, ça, c'est... qui est à la base de l'expression monnaie hélicoptère? Je sais plus exactement. Mais voilà, c'est une forme de politique monétaire qui est assez radical et qui surtout, c'est toujours ce truc sur est-ce que les gens comprennent bien la monnaie? La réponse est non. En France, il n'y a pas une pédagogie incroyable là-dessus. Je trouve que par exemple, les documents de la Banque d'Angleterre sont très intéressants sur la création monétaire. Mais en France, on pense toujours que ça se passe comme au 19e siècle, quoi. C'est-à-dire que c'est les dépôts qui créent les crédits et pas les crédits qui créent les dépôts. Je pense qu'il y a une méconnaissance du système monétaire en France. Donc, le jour où il y a de la monnaie hélicoptère,
les gens vont peut-être se demander d'où vient cette monnaie. C'est peut-être un petit peu dangereux. Il y a de la pédagogie à faire. Le collatéral déposé est-il rémunéré? Donc ça, on en avait parlé. Merci pour cette conférence intéressante. Ne pensez-vous pas que de renoncer à du yield avec des cryptos qu'on n'utilise pas ne soit pas une prime de risque intéressante pour s'assurer contre le risque de crédit et ou de liquidité lié ouais, je sais pas comment ça. Ouais, c'est mieux comme ça. Euh, Vu l'historique des rug pulls et différents tailles de smart contracts, il y a plein de questions à la question. Euh, c'est intéressant. Bon, allez, je saute cette question. Il y a trop de choses à dire, je pense. Richard, Olivier, grand merci, passionnant. J'espère que qu'on aura ça. Oui, les slides, je vais vous les envoyer si vous voulez juste après. Est-ce que tant que les transactions ne sont pas que très peu possible, la valeur de tout cela n'est soumise seulement à la conversion? Oui, tant que les transactions commerciales ne sont pas trop possibles, euh, je dis pas que ça vit dans une sphère fermée, mais les dangers vont pas enfin voilà, les choses vont pas se propager très vite, quoi. Oh là, j'ai le sentiment qu'il y a des gens dont les questions sont supprimées au fur et à mesure. Et puis, ouais, j'allais dire, c'est probablement Milton Friedman. Ah, salut Pierre-Charles, c'est probablement Milton Friedman qui a dit ça. Mais du coup, là, j'ai perdu quand les gens sortent peut-être de la conf, leurs questions sont supprimées. Et donc, comme ils sont sortis, j'ai plus rien. Bah oui, je sais pas. Je sais pas, ou c'est Voilà. peut-être eux qui l'ont supprimé parce que ça, il y avait déjà eu la réponse, je ne sais pas. Euh, Mais écoute, je pense qu'il nous reste à remercier euh, Olivier. Bah, Euh, avec plaisir. Et c'est un sujet sur lequel, voilà, il y a beaucoup de choses à dire et bien malin, c'est ce qui se passera, encore plus que d'habitude. Et voilà, ça fait écho quand même à beaucoup de choses. Il y a de l'informatique, et de la création monétaire, enfin, voilà, chacun peut y trouver des choses intéressantes, quelle que soit en tout cas à l'Institut des actuaires, je parle pas dans la population générale, mais et c'est des ce choses qui, intéressantes. c'est ce qui fait la difficulté aussi, Ouais, parce ouais, qu'il tout à y a fait. une dimension système monétaire et il y a une dimension blockchain, fonctionnement, protocole. euh, Hum, et ça, c'est le grand écart, hein. hum. Mais enfin, voilà, moi j'incite les gens, en tout cas dans l'asset management ou plus généralement, à vraiment suivre ces histoires de tokenisation, indépendamment des cryptos. Parce que là, il y a vraiment des choses qui ont l'air de se passer. Et enfin, quand Larry Fink appuie sur un bouton, il se passe quelque chose quand même. Donc, Oui, et enfin, c'est la tokenisation, c'est en fait ce qu'il y a de plus nouveau pratiquement dû à la technologie, en fait, totalement. hein. Et c'est un concept qui n'est pas si facile que ça à distinguer de la monnaie. C'est, c'est probablement aussi ce qui crée la difficulté pour créer des euros numériques et savoir si la souveraineté de la France passe, de l'Europe passe par un euro numérique ou si c'est complètement c'est la nature même de l'euro numérique et de la monnaie et qui n'est pas un token. Non, non, voilà, donc informatique, géopolitique, finance, Eh ben, un il y a de grand, tout. grand merci, Ben, je Vincent. vous en prie. Vincent, je sais pas, tu veux dire un mot, Vincent, en conclusion ou... Non, non, enfin, je vais remercier Olivier pour cette présentation historique, et puis pour les perspectives qu'il a pu donner, en particulier par rapport aux différentes questions qui ont été posées. À nous maintenant de nous emparer un petit peu de tout ça, et puis d'essayer de creuser ou d'en extraire des principes, des guides de conduite ou de la pédagogie vis-à-vis de l'actuaire en particulier, du monde de l'assurance en général, qui est peut-être encore plus que la société civile, un petit peu encore trop hermétique à ces nouveaux dispositifs. Mais il y a des choses pourtant intéressantes sur je sais pas quel est le mot consacré, mais sur l'assurance automatisée. Enfin, il y a un mot pour ça, mais L'assurance paramétrique. l'assurance paramétrique, voilà. Oui, Euh, oui. Mais au début, on a été très... les smart contracts, on pensait, il y a 10 ans,
que ça allait apporter quelque chose en assurance. Et puis en fait, tout un tas de problèmes. Il faudrait que ça supprime vraiment les contentieux. Or, en fait, on s'aperçoit qu'il y a quand même des contentieux, même si... donc c'est très limité au cas que tu évoquais, où il y a des paramètres extrêmement simples. Ouais, bah, c'est quelque part ce truc-là est un renoncement au contentieux. À partir du moment où vous acceptez de rentrer dans un truc paramétrique, c'est que vous renoncez derrière à quelque chose parce que le truc est settlé automatiquement. Si derrière il y a du contentieux possible, ça sert à rien. Exactement. Et c'est un peu ce qui se passe, notamment par exemple, ça s'est fait dans des pays en Afrique pour les agriculteurs d'avoir une assurance paramétrique. Bah, en fait, Mhm. ils ont fait des collectifs et ils ont fait une pression sur l'assureur pour qu'il intervienne quand même alors que c'était pas prévu. Et l'assureur n'est pas la complexité de l'assurance fait que les gens n'admettent pas les règles comme dans d'autres activités. C'est le modèle économique inversé de l'assurance fait qu'on conteste beaucoup plus et il y a beaucoup plus de capacité à faire du contentieux. Ouais, et comme le dit de Charpentier dans le chat, c'est aussi la standardisation du risque. Un retard de SNCF, c'est très standardisé, c'est très simple. Et Retard d'avion, ça l'est peut-être déjà un petit peu moins, parce que la question de savoir si bah, vous allez passer la nuit à un autre vol, enfin, c'est bon, c'est vrai que voilà, c'est compliqué. Tous les risques sont différents. voilà, ah oui, oui. Ben, écoute, merci infiniment pour Mais je cette vous en prie et à conférence. bientôt. À très bientôt. Au